Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo posée. Je reviens tout juste des vacances et je me suis dit que j'allais prendre un petit peu d'avance avant de reprendre le travail pour vous faire des vidéos. Et donc on se retrouve, vous savez, j'ai été absente pendant plusieurs mois sur ma chaîne YouTube et je me suis dit que j'allais vous parler de mes lectures que j'ai faites pendant cette absence-là. Justement, je vais vous faire des bilans mois par mois. Donc j'espère que ce petit principe vous plaira. D'habitude, je vous parle de mes lectures dans mes vlogs. Mais là, comme il n'y a pas de vlog, je me dis qu'une petite vidéo dédiée pour mes lectures ne serait pas de trop. Donc aujourd'hui, je viens de vous parler de mes lectures faites au mois de janvier. On est au mois d'août, enfin on est mi-août, si vous vous rendez un peu compte. Au mois de janvier, c'était il y a beaucoup de mois quand même, c'était il y a plusieurs mois. Et donc, je vous avoue que mes avis sont pas hyper frais dans ma tête, mais je sais à peu près ce que j'en ai pensé. Comme je vous l'ai dit, j'ai un rythme plutôt bon, mais en ce début d'année, je n'en ai pas lu tant que ça. Le rythme était bon, mais je me suis améliorée au cours de l'année. Donc sur ce mois de janvier, j'ai lu 6 lectures et franchement je suis déjà contente de ce bilan. Franchement, si j'avais lu 6 livres sur tout le début de l'année jusqu'à maintenant, je serais contente. Donc voilà, ça s'améliore avec le temps, donc forcément je suis vraiment contente également. Mais franchement 6 c'est déjà pas mal, surtout que y avait quelques bonnes lectures. Des un peu moins bonnes, mais je vais vous en parler tout de suite. La première lecture que j'ai lue, et là c'est pas le bon tome puisqu'il s'agit de La Nouvelle Arche. Donc ici c'est le premier tome, mais j'ai lu le dernier tome, sauf qu'il n'est jamais paru en broché dans cette collection. Bref, c'est donc l'épisode 3 de La Nouvelle Arche de Julie Delestrange. Donc ici c'était édité chez Michel Lafon et en fait elle a édité le tome 1 et le tome 2 sous cette maison d'édition, mais elle a cassé son contrat et elle a sorti en livre de poche, je crois, l'intégrale avec les 3 tomes vraiment en poche. Et sachant que j'avais le tome 1 et le tome 2 déjà en ma possession et que le tome 3 ne va jamais sortir sous cette magnifique édition, j'adore la couverture, je me suis dit que tant pis, je l'ai lu en e-book. J'aime un peu moins, j'ai failli la prendre mais bon, j'aime un peu moins, je préfère carrément cette édition. Donc dans ce roman, on suit une civilisation qui a arrêté de concevoir des enfants naturellement. Les enfants sont mis dans des espèces de cuves et grandissent jusqu'à l'âge de 9-10 ans, je sais plus trop, mais une fois qu'ils sont vraiment matures, ils donnent naissance, voilà. Ils naissent pas au bout de 9 mois, mais au bout de plusieurs années. Les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, elles ont des fausses couches, voilà, des morts-nés. Enfin voilà, c'est souvent catastrophique quand ils essayent d'avoir des enfants naturellement. Et là on va suivre Mathilde qui est une jeune fille avec tous ses amis, elle vit avec ses parents et elle travaille justement dans ce centre où justement ils font les spécimens, les nouveaux enfants, où ils font maturer les nouveaux enfants. Et elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont un peu problématiques dans sa civilisation. Et donc elle va essayer de mettre un peu son nez dedans, mais un peu trop son nez dedans. Donc ça c'est le premier tome, elle se rend compte qu'il y a vraiment des choses problématiques. Dans le deuxième tome, elle va apprendre qu'il y a toute une civilisation autour, elle va s'enfuir de sa communauté et elle va voir qu'il y a toute une civilisation autour, mais qu'il y a d'autres problématiques. Et donc dans le tome 3, on suit vraiment l'apogée de ça, le retour au bercail et comment elle va réussir à sauver un peu tout le monde, puisque vraiment c'est très problématique. J'ai beaucoup aimé cette trilogie, j'ai beaucoup aimé ce 3e tome. Je suis désolée si vous entendez ma fille derrière, mais elle vient de se réveiller après 4 heures de sieste. On ne sait pas pourquoi, elle est
ronchon au possible. Mais voilà, je me suis dit que j'allais filmer un petit peu. Bref, j'ai beaucoup aimé ce 3e tome. Je trouve qu'il clôture parfaitement cette trilogie, cette saga. On va pas dire elle casse pas 3 pattes à un canard si vous êtes un fervent de science-fiction, que vous êtes vraiment, que vous adorez la science-fiction. C'est du young adulte. Ouais, du young adulte. C'est pour moi une bonne science-fiction parce que j'aime bien, c'est addictif, la plume est fluide et addictive, on a envie de suivre les personnages, on s'attache aux personnages, on s'attache à cette cause. Et je trouve que les messages mis par Julie Delestrange sont très bons. J'ai pu échanger plusieurs fois avec elle et c'est vrai que sa saga a pas fait fureur comme elle pensait, comme elle l'aurait voulu, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'avais lu le tome 1 en décembre 2019 je crois, le tome 2 je pense que je l'ai sorti l'année dernière, et là donc le tome 3 j'ai terminé cette saga en début d'année, et franchement c'est une très bonne saga selon moi. Vraiment, si vous lisez pas trop de science-fiction, que la science-fiction vous fait un peu peur, c'est une bonne dystopie, on va dire. Mais voilà, c'est un peu révoltant de temps en temps, on a envie d'arracher les yeux à certains personnages, de leur tordre le cou, mais franchement c'est hyper cool, et voilà. Et là, je sais pas si vous l'entendez, mais franchement elle me fend le cœur à pleurer comme ça. On reste dans la science-fiction avec un classique du genre que j'ai mis longtemps à lire. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Dans ce roman, on suit une civilisation qui est constamment surveillée. Les moindres faits et gestes sont surveillés par Big Brother. Et ça fait peur, vraiment, ça fait peur. On est dans une civilisation où il y a un nouveau langage, où certains mots sont proscrits, où chaque geste vraiment sont millimétrés, analysés, surveillés, et la moindre personne qui ne réfléchit pas de la façon dont la société veut qu'elle réfléchisse et disparaît et banni à tout jamais. Voilà, donc c'est vraiment un des classiques de la science-fiction par excellence. Moi je l'avais jamais lu, et je l'ai lu parce que c'est le groupe Facebook de l'Empoche Classique, je crois que c'est ça, qui fait une lecture commune de classiques par mois. Et il y a eu un mois dans fin de l'année dernière où c'était du coup 1984, et comme je l'avais jamais lu, je me suis dit qu'un classique de la SFFF c'était plutôt pas mal à découvrir, parce que moi les classiques j'ai beaucoup de lacunes envers ça, et du coup voilà, je l'ai lu, j'ai commencé à le lire en physique et puis finalement je l'ai mis en audio puisqu'il est gratuit en audio. Certaines versions sont gratuites en audio. J'ai pas trop apprécié. Je trouve que le principe, l'histoire de base est hyper bonne, hyper novatrice. Elle fait flipper, hein, vraiment, parce qu'on a l'impression que ça a été écrit en 1950 pour la date à laquelle il a écrit ça. Donc c'est, pour lui c'était futuriste, hein. Nous du coup c'est dans le passé, mais c'est criant de vérité. Je trouve que c'est un roman très précurseur. Et en fait, il fait peur vraiment, ça fait flipper, mais on a l'impression qu'il nous décrit ce qu'on vit un peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout le fait qu'on soit suivi, l'internet, etc. Là où en fait on va réfléchir, discuter de quelque chose à quelqu'un, et puis on va ouvrir notre Google et en fait il va y avoir des suggestions de la conversation qu'on vient d'avoir. Bref, je sais pas si j'arrive vraiment à me faire comprendre, mais vraiment hyper criant de vérité et hyper flippant. Le thème est hyper bien abordé, hyper bien amené. On suit un jeune homme qui commence à se poser un peu des questions sur est-ce qu'il faut vraiment le suivre, etc. Mais qui veut pas trop en parler pour l'instant, et puis il y a un turnover dans sa tête. Par contre, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est la plume que j'ai trouvée très froide et antipathique. Vraiment, j'ai eu du mal. En fait, ça m'a empêché de rentrer dans le texte, de rentrer dans l'histoire, de m'attacher au personnage. Je pense que c'est voulu, vraiment, je pense que c'est voulu, mais du coup, ça m'a un peu beaucoup sorti de ma lecture à chaque fois. Et je trouve que
c'est bien joué, mais c'est dommage en même temps. Et voilà pourquoi moi ça l'a pas fait. Mais vraiment, si on prenait juste l'histoire, elle est hyper bien amenée, hyper bien écrite. Enfin, écrite non, mais les idées sont hyper bonnes. Mais il faut que j'arrête de dire hyper d'ailleurs. Mais vraiment, moi le point noir, ça a été la plume que j'ai trouvée beaucoup trop dure, trop froide. Et du coup, j'ai réussi à m'attacher à rien du tout. Je m'ennuyais un peu pendant ma lecture et je trouve ça dommage par contre parce qu'il y a plein de bons principes. Justement, on en discutait avec une copine parce que elle, c'est un livre qui l'a beaucoup marqué. Mais moi, j'ai du mal à rester marquée même si les principes sont hyper bons. Moi, la plume, ça fait énormément et quand j'arrive pas à accrocher à une plume, bah malheureusement, bah pour moi, ça fait tout quoi. Une autre saga que j'ai terminée, j'ai enfin terminé Harry Potter. Donc là, c'est le 7e tome. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était ma première lecture de Harry Potter et je ne suis que joie et bonheur. J'aime énormément cette histoire, même si je suis pas la plus grosse fan d'Harry Potter. J'aime énormément, j'ai grandi avec Harry Potter. Et je trouve que c'est dommage d'un côté de ne pas avoir grandi avec les livres aussi. Je suis dégoûtée de ne pas avoir eu l'engouement des livres à ce moment-là. Donc ce tome-là, je l'ai en anglais, mais comme j'ai une grosse panne de lecture en anglais que je ne lis plus du tout en anglais, je l'ai pris en français. J'ai mis pas mal de temps à le lire, mais franchement, j'ai adoré ma lecture. Les films 6 et 7, les deux parties, sont les films que je connais le moins et j'ai adoré redécouvrir l'histoire et découvrir les différences justement aussi avec les films de ce dernier tome, cette conclusion qui est folle, cette recherche d'artefacts, d'Horcrux, voilà, qui est vraiment dingue, j'adore. Je veux pas faire trop de pub à J.K. Rowling, mais je ne peux pas ne pas parler d'Harry Potter. Voilà, c'est ma première découverte à 30 ans. Je trouve que c'est quelque chose à marquer d'une pierre blanche. Et vraiment, je lisais 2-3 chapitres par-ci par-là, mais à chaque fois c'était un très bon moment que je passais. Et j'adore cette conclusion, vraiment pépite. J'ai commencé une nouvelle saga et je me suis mis en objectif en début d'année de lire un thriller par mois, parce que j'ai vraiment envie de me remettre au thriller, qui est mon premier amour de lecture. Si vous le savez pas, j'ai commencé à lire vraiment avec du Fred Vargas. C'est un peu plus policier, mais bon, avec du policier, roman noir, thriller. Et c'est un style, un genre littéraire que j'aime énormément. Et donc là, je ne pouvais pas, en plein hiver, ne pas lire Kanak de Mo Malo, donc aux éditions Point. Donc c'est une nouvelle saga de thriller nordique. C'est le premier, je pense, ça fait partie des premiers thrillers nordiques que je lis. Et donc là, on se trouve au Groenland et c'est la première fois que je lis un roman sur le Groenland. Ça me permet de découvrir vraiment la culture et j'ai adoré découvrir tout ça via cette enquête-là. Donc on suit Kanak qui est un lieutenant, je sais pas trop, un inspecteur qui travaille au Danemark et il va être appelé pour aller au Groenland pour enquêter sur une série de meurtres un peu particulières puisque on a l'impression que les victimes ont été tuées par des ours, sauf que les ours, pour l'instant, ils crochettent pas les serrures, à ce qu'on sache, et ils partent pas sans laisser de traces, donc ça paraît un peu suspect, sachant que Kanak est un jeune homme qui est né au Groenland et qui n'a jamais connu sa famille, qui a été adopté ensuite, et du coup, en même temps que cette enquête qui va vraiment être la découverte pour Kanak de la Groenland, on va aussi en apprendre un peu plus sur son histoire personnelle, sur son passé. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je lui ai acheté à Noir-sur-Ormesson. D'ailleurs, il m'a fait une petite dédicace. Il me l'avait très très bien vendu, son roman.
Et j'en entendais beaucoup parler de cette saga et franchement j'ai été très curieuse et du coup je me suis lancée, surtout que mon chéri me l'avait choisi, donc c'est quand même un beau pavé puisque c'est écrit tout petit et il fait 550 pages, donc j'ai mis pas mal de temps à le lire, mais j'ai bien aimé mais pas eu un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé l'enquête, même si je trouve que on arrive assez rapidement à savoir qui, d'ailleurs l'enquêteur arrive à savoir assez rapidement qui a commis les crimes, mais a du mal à les pincer en fait. Et du coup, il n'y a pas le suspense que moi j'adore, que je veux avoir jusqu'à la fin, qui est hyper haletant et tout. Et la plume aussi est assez lente et pas hyper addictive. Elle est fluide, franchement, on peut lire assez rapidement, les chapitres peuvent se lire et défiler. Mais je sais pas pourquoi, et je crois que du coup c'est propre au roman nordique, mais ouais, j'ai trouvé que vraiment c'était lent, ça prenait son temps. Voilà, on n'est pas dans du Franck Tillier qui nous met de la sauce à chaque chapitre. Vraiment pas, et de l'action à chaque chapitre. Néanmoins, j'ai quand même beaucoup aimé. Si vous savez pas, Momalo est un français, hein, on le dirait pas vu le nom, vu son nom et vu comment il est écrit, mais ce n'est absolument pas son vrai nom et il est français. Et franchement, j'ai envie de connaître la suite des événements, de connaître la suite des aventures de Kanak. Il y a 4 tomes pour l'instant. Je sais pas s'il y a un 5e qui est sorti ou qui va sortir, mais pour l'instant il y a 4 tomes. Donc je vais voir s'il il est à Noir-sur-Ormesson l'année prochaine, enfin c'est là au mois de novembre, et s'il y a un Noir-sur-Ormesson. Et j'essaierai de me prendre la suite et de la lire l'hiver prochain. Je me dis qu'un par an c'est plutôt pas mal. Donc ça me fait commencer une nouvelle saga. Après c'est pas des histoires qui se suivent, on va continuer à suivre Kanak, mais sur des enquêtes différentes. Mais je suis curieuse de voir si ça va s'améliorer, si ça va être un peu de plus en plus fluide. En tout cas, celui-ci, j'ai quand même bien aimé. J'adore découvrir des nouveaux paysages à travers les romans. Et ici, c'est gagné. C'est un paysage très froid. Ça fait du bien de le lire en hiver parce que en été, c'est un peu keep cool, hein, on va dire. Mais keep cool, non, je voulais dire kiss cool. mais voilà, j'ai plutôt bien aimé, il fait beaucoup de fans, donc franchement, je peux vous le conseiller. Une autre saga que j'ai terminé la première époque de l'Assassin Royal avec le 6e tome qui est La Reine Solitaire. L'Assassin Royal et moi, c'est ni figue ni raisin. Il y a des tomes que j'ai adorés, où j'ai eu un énorme coup de cœur, et il y en a que j'ai détesté et où je me suis beaucoup ennuyée. Et celui-ci, j'ai adoré. Franchement, la conclusion est hyper bien faite et parfaite selon moi. Dans l'histoire de l'assassin royal, on suit Fitz, qui est le bâtard du cheval, du prince qui est censé régner à la suite du roi. Sauf que sa mère décide de le relaisser à son père et à la royauté à l'âge de 6 ans, je crois. Et son père décède, il y a toujours le roi qui est à la tête de la cour, et ce roi-là a encore 2 fils qui vont se battre un peu pour la couronne. Et Fitz va devenir petit à petit assassin royal, va être missionné par le roi pour assassiner des gens. Et dans cet univers, il y a 2 types de magie, le vif et... Ah, je sais plus du tout. Bref, le vif et autre chose. Je vous le mettrai là. Et il y en a un qui permet qui est de la magie complètement acceptée dans l'univers. Et il y en a une qui permet de communiquer avec les animaux et qui là est complètement interdite, qui est vue comme... Enfin vraiment, il faut vraiment pas le dire. Et Fitz, il a un peu toutes les magies. Donc voilà un peu le pitch de base. Voilà, ça va être beaucoup de complots de cours, de types,
de tentatives d'assassinat, de magie, d'invasion, enfin bref, beaucoup de choses, de fuite, de recherche, de quête, bref. La fantaisie de base que tout le monde peut aimer. Et d'ailleurs, tout le monde quasiment aime l'Assassin Royal. Moi, vraiment, je pense que... Enfin, je sais pas pourquoi, je pense que je le lis un peu trop tard aussi, mais j'ai pas eu ce petit truc. Et pourtant, ce tome 6 est vraiment bien. On a de nouvelles créatures magnifique dans ce tome et c'est hyper bien, je trouve que c'est bien qu'elle ait ajouté ça et vraiment la bataille finale, les complots finaux, le dénouement final de cette première époque est pour moi hyper bien faite, hyper juste, qui conclut parfaitement mais qui donne envie quand même d'aller voir ce qui se passe dans la deuxième époque. Pour l'instant, je décide de mettre en pause cette saga. Je ne sais pas encore si je vais reprendre, si je vais continuer, si je vais l'abandonner, si je vais essayer les Aventuriers de la Mer. Pour l'instant, je veux le mettre de côté. On verra un peu plus tard ce que mon cœur me dit. Mais en tout cas, une très très bonne conclusion et je suis très contente d'avoir enfin terminé ce bout de saga. Vous voyez quand même que j'ai terminé 3 sagas ce mois-ci. Bon, j'en ai commencé 2. Mais c'est pas très grave. Le dernier roman que j'ai lu, et là, j'ai l'intégrale de chez France Loisirs. Donc c'est Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne. Donc le premier tome, c'est L'ours et le rossignol. Nous sommes dans une réécriture un peu de conte à la russe, où on va suivre Vassia, qui fait partie d'une famille russe un peu... à l'écart de tous et qui va vite comprendre qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle peut communiquer avec les animaux aussi et avec des petits démons de maison en fait et de nature qui régissent un peu tout ça. Mais tout le monde ne peut pas les voir, ça fait vraiment partie du folklore russe. Et du coup voilà, elle vit dans ce monde-là et on sent qu'il y a quelqu'un qui en veut un peu à sa vie, qui aime pas trop ce genre de personne qui peut communiquer un peu avec tout. C'est un récit sur vraiment la nature, l'écologie, l'amour de la nature, l'amour des animaux, enfin vraiment de ce côté-là hyper bien. Il fait très très froid également, donc on est très content de le lire en hiver. Et il va y avoir un moine ou un religieux qui va atterrir dans son village et qui va faire en sorte que tout le village se retourne contre Vassia, puisque voilà, c'est une sorcière et il faut la mettre au bûcher. Mais il n'a pas que des très bons côtés, ce monsieur. Il est un peu guidé par le démon. Et en fait, c'est surtout ces démons à lui qui le poussent à vouloir du mal à Vassia. C'est un récit hyper compliqué, je veux dire, pour moi. Parce que, encore une fois, l'histoire est vraiment sympa. Même si moi, j'y connais rien au folklore russe, je trouve que... les messages apportés sont hyper cool. Et franchement, il faudrait que vous comptiez le nombre de fois où je dis hyper dans la vidéo parce que c'est vraiment un titre qu'il faut que j'arrête. Vraiment, ouais, il est hyper bien. Par contre, le premier tome est vraiment en dents de scie, c'est-à-dire que c'est une introduction, donc ça se met en place très 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 lentement, ça prend son temps pour nous expliquer, pour ceci, et pour faire toute la jeunesse de Vassia, et à la fin ça s'accélère, et on est à perte d'haleine, enfin, vraiment on est là, il nous faut la suite, sauf que il y a quand même ces longueurs avant. Je pense que c'est une trilogie, en tout cas ce premier tome, présage une trilogie qui n'est pas pour moi, puisque c'est avec une plume très lyrique, et du coup ça devient un peu trop contemplatif. Je pense que si vous avez aimé Le Faiseur de Rêves, ce genre, ou les Erin Morgenstern, je pense, des trucs comme ça, je
pense que vous allez bien aimer puisque c'est vraiment une plume qui sera assez poétique, assez belle, qui va être beaucoup dans les mots, dans la description de la beauté, de ceci, de cela. Si vous me connaissez un peu, ce n'est pas du tout le genre de plume que moi j'aime. Et du coup, voilà, ça l'a moyennement fait pour moi. J'ai quand même bien aimé en découvrir un peu plus sur le folklore russe. Il y a beaucoup de mots en russe et du coup, vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Et voilà, mais malheureusement, c'était pas un roman 100% pour moi et ce premier tome est quand même très très introductif. Donc je vous laisserai attendre les prochaines vidéos pour que je vous dise ce que j'en ai pensé des tomes 2 et 3. Puisque spoiler alerte, j'ai déjà terminé cette saga. J'avais décidé de lire un tome par mois. Et du coup, j'ai eu la conclusion de ça et de savoir si c'est vraiment des romans pour moi ou pas. Mais au vu de ce premier tome, en tout cas, la plume était trop... Enfin voilà, c'était vraiment un tome d'introduction et du coup un peu trop lent, un peu trop contemplatif, un peu trop dans les descriptions. Donc voilà pour cette première vidéo. Je sais pas trop ce que ça aura donné, je suis désolée si ça a cafouillé, s'il y avait beaucoup de choses à rajouter, etc. Je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie puisque mes souvenirs étaient encore là. Le mois prochain, ce n'est pas sûr pour tous les romans, il y en a certains où j'ai un peu de mal. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres-là, si vous avez lu la suite, les premiers tomes, etc. Ce que vous en avez pensé. Et si certains tomes, si certains romans vous font envie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici, ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!